Donc je lui dis: «Vas-y, viens, viens, viens». Et là, ce qui se passe, c'est magnifique parce qu'elle commence à s'exprimer. On ressent beaucoup d'émotions parce qu'elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise et elle l'exprime. Et elle dit: «Écoutez, là, je suis devant vous et en fait, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Vous voyez, même là, je tremble». Let's go. Salut Liam, comment tu vas? Écoute, très bien et toi, Mehdi? Ça va super, la forme. Merci d'avoir répondu oui à mon invitation, du coup. Donc, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on se fera une petite collaboration Qui sait? sur ta chaîne YouTube. L'idée aujourd'hui, pourquoi je t'ai proposé de discuter, de faire une interview sur ma chaîne. Comme tu le sais, voilà, je suis psychologue, donc installé en libéral depuis 3 ans. Voilà, je me permets de le dire aussi pour les personnes qui me découvrent peut-être aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et il se trouve que je suis amené à travailler avec des personnes qui souffrent bien souvent d'anxiété, de stress. Ça peut être à propos des animaux, à propos des situations liées par exemple, je ne sais pas moi, aux hauteurs, à la présence de la foule, etc. Et il y a également des personnes qui viennent me consulter parce qu'elles ont la peur, l'anxiété intense à l'idée de communiquer, de prendre la parole en public en fait. Et comme je le sais, tu es expert de la question, expert de la communication. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à toi aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter rapidement aux personnes qui regardent cette vidéo. Carrément, bah, déjà, je te remercie, Mehdi, pour cette invitation. Alors, je ne me qualifierais pas comme un expert, parce que selon moi, celui qui se qualifie comme expert, ne l'est plus parce qu'il n'est plus dans le constant apprentissage quotidien. D'accord. Par contre, Mhm. je dirais que oui, je me suis spécialisé dans la prise de parole, dans la communication depuis déjà pas mal d'années, hein, bien que je sois jeune. Et moi, je m'appelle Liam, aujourd'hui j'ai 21 ans. J'ai commencé, pour la petite histoire, donc on est en 2019, j'ai 18 ans et je commence à donner des interventions dans des stages avec ma belle-mère, interventions à l'oral sur divers sujets, la gratitude, le relationnel, la communication. Et c'est comme ça que je commence dans le milieu de la communication, dans le milieu de l'intervention et je me rends compte que ça me passionne. Ça me passionne de prendre la parole, mais je me rends compte d'un autre côté que c'est une vraie compétence. C'est une Mhm. vraie compétence de pouvoir s'exprimer devant 10, 15, 30 personnes. C'est une vraie compétence de pouvoir captiver l'attention et c'est pas évident. Donc je commence à beaucoup pratiquer, je mets des extraits sur les réseaux sociaux, je commence à tourner des vidéos, je les poste. Je fais bon, ce qu'on appelle un DUT en technique de commercialisation. Donc une formation assez commerciale qui nous poussait et qui nous pousse à s'exprimer, à faire plein d'exposés. Mhm. Donc je pratique, je pratique, je pratique. À la fin de ce DUT, je me dis: «J'ai pas envie de continuer». J'ai 20 ans, j'arrête les études et je travaille sur mes projets. J'organise une conférence de A à Z à Paris avec 5 autres entrepreneurs. C'était en décembre 2021 et Mhm. cette conférence, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça a été le 2e gros déclic où je me dis: «C'est ce que j'ai envie de faire». J'ai envie d'être Mhm. sur scène, j'ai envie de pouvoir m'exprimer parce que ça me passionne, ça me procure de l'énergie et puis en plus j'ai d'excellents retours. Et l'autre histoire qui fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que je participe à Eloquentia. Eloquentia qui est un organisme de concours de prise de parole. Donc déjà, vous voyez, je suis dans la pratique, hein. Parce qu'il y en a beaucoup Mhm. qui se demandent comment on peut être à l'aise pour prendre la parole. Les gars, si vous enfin les gars, les filles, tout le monde, si vous ne pratiquez pas, c'est pas possible. C'est pas possible d'être bon, d'être à l'aise, Bien sûr. de pouvoir être confortable devant les autres. Donc je participe en tant que candidat à Eloquentia. Et il s'avère que dès le premier tour, je suis éliminé. On m'élimine, on me dit: «Liam, ciao, salut, salut». On T'es m'élimine. mauvais. Voilà, je On alors veut pas que de toi. j'ai quand même eu des bons retours de la part des jurés. Ouais. J'étais fier de ma présentation, mais la vie est bien faite. La vie est bien faite parce qu'on me propose à ce moment-là d'être présentateur, maître de cérémonie pour les Mhm. quarts de finale
Eloquentia Paris-Saclay. Et c'est là qu'une très belle aventure commence parce que je suis présentateur pour les quarts de finale, puis pour la demi-finale, la finale, et puis après on me met en relation avec d'autres événements, qui fait qu'aujourd'hui, je suis présentateur, animateur événementiel, journaliste et aussi je travaille dans le milieu de la prise de parole. Je donne des cours, des ateliers de prise de parole et Mmh. c'est un domaine qui me passionne et qui m'anime au quotidien, ouais. OK, super. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, voilà, tu animes, tu fais des animations, c'est ça? Lors de soirées, de peut-être même de spectacles, je sais pas, d'événements en fait, en C'est gros? ça, il y a différents Ouais, événements. C'était quoi? On est quel jour? Samedi aujourd'hui. Bah, début de semaine, j'ai été journaliste pour différentes émissions au salon de la construction Batimat. Donc c'était d'accord. encore un autre exercice. Il y avait des caméras, là tu dois aller droit au but, mais je fais aussi des présentations pour des événements. Et tu animes aussi des ateliers, c'est ça? Pour aider Exactement. les gens Alors à améliorer leur prise de parole, en c'est gros? ça, je parle Ouais. d'atelier parce qu'aujourd'hui, coaching ou des choses comme ça, les mots, on les voit à tout va et j'aime Mmh. bien le terme atelier, donc c'est ce que j'organise, ouais. J'organise des ateliers. On va OK. pratiquer avec des personnes la prise de parole, comment s'améliorer, être à l'aise, comment gérer son stress, comment raconter des histoires, captiver l'attention. Super intéressant et ces ateliers, tu les animes, en présentiel ou via, une plateforme numérique, sur internet? Comment ça se passe? Alors évidemment, j'adore le présentiel parce que le distanciel aujourd'hui a pris l'ampleur avec le Covid, on fait plein de visio et c'est top et c'est vraiment super. Par contre, le présentiel, c'est différent. Parce qu'un Mmh. humain, avant qu'il y ait la révolution, numérique, les ordinateurs, les téléphones, c'est l'humain à l'humain. C'est ça une vraie communication, on se rencontre en vrai. Donc bien sûr que je préfère pratiquer en présentiel, même dehors avec des gens. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un exercice, prenons le storytelling et on va travailler là-dessus et on va le présenter devant 3, 4, 5 personnes. Mmh. Parce que c'est différent et c'est ça la pratique. Bien sûr. Je fais du présentiel, du distanciel, mais je privilégie le présentiel, ouais. OK, super. Tu as peut-être, je sais pas, un lien, pour accéder justement à ces ateliers? Un lien qu'on pourra mettre dans la description, par exemple, de la vidéo? S'il y a des personnes intéressées? Ouais, après, moi, tu vois, aujourd'hui, je me casse plus trop la tête parce que pour l'instant, je suis pas mal focalisé sur les présentations d'événements. D'accord. Avant, mon Ouais. site portait sur les ateliers, les accompagnements. Maintenant, je vais l'axer sur les présentations d'événements et s'il y en a qui veulent progresser, écoutez, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur les réseaux et c'est OK, ouais. C'est ça, on mettra, ton Instagram, et le Carrément, mien aussi, par la même occasion. Voilà, si vous souhaitez en savoir davantage, sur tes ateliers justement pour progresser en matière de communication et de prise de parole du coup. carrément. Je Ça te marche. Moi je me souviens, donc, bon, effectivement on se connaît, on s'est déjà vu, une fois en vrai. C'était lors justement d'une soirée, entre entrepreneurs, qui parlait d'investissement, de réseaux sociaux et cetera et je me souviens que j'étais, dans le public moi, mais j'ai pas pris la parole ce soir-là pour le coup et toi en revanche, tu as été, l'un des intervenants Oui, c'est vrai, et je me c'est vrai. souviens que j'ai été, c'est ça, tu étais oui c'est ça, Bah, tu en étais, plus, tu intervenu ouais, ouais. oui Non, mais c'est et marrant je me parce souv que mmh, je ne le savais pas. Je n'avais pas été prévenu à l'avance. Donc moi, d'accord, j'adore l'improvisation, donc c'était aussi un bel exercice d'improvisation pour moi, ouais. ouais et tu t'en es vraiment, je trouve, en tout cas très bien sorti, tu t'en es très bien sorti ce soir-là et c'est vrai que j'ai parlé à quelques intervenants, lors de cette soirée et toi, y compris parce que j'ai vraiment trouvé que tu étais extrêmement à l'aise et c'était d'autant plus impressionnant que tu as je sais tu as quel âge déjà? Je me souviens plus, tu as 22 ans, 23 ans? Je sais plus Là, exactement. à l'époque, j'avais 20 ans, là, j'ai 21. 21 ans, c'est ça. Donc bon, effectivement, faut pas coller des étiquettes et c'est pas Oui. parce qu'on a 21 ans ou 20 ans ou 19 ans qu'on sait pas s'exprimer. Mais voilà, c'est vrai que j'étais particulièrement impressionné de ton aisance, on va dire. Merci, Donc merci je et tenais à te le redire je prends et c'est pour ça, pour mon cœur. Mon cœur est touché. c'est important de savoir accepter les compliments et c'est pas toujours évident d'en faire, mais en tout cas, voilà, c'est sincère, du coup et c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter sur ma chaîne. Effectivement, même si tu n'es pas
à ton avis, un expert parce que tu penses que tu as encore plein de choses à apprendre. C'est tout à fait normal. En tout cas, je trouve que tu te débrouilles plutôt pas mal et que tes avis et que tes conseils sont plutôt pertinents. Et d'ailleurs, ça serait intéressant pour les personnes qui visionnent cette vidéo de vraiment aller consulter ta chaîne Instagram parce que chaque jour, tu fais des réels où tu donnes des conseils qui, moi, m'aident personnellement Top! pour mes vidéos. Notamment un que j'ai bien retenu, c'est le fait d'essayer de parler plus lentement parce que j'ai la tendance effectivement à parler assez vite et à bégayer pour le coup. Et ça, même en consultation avec mes patients. Et depuis que je parle plus lentement, bah, je bégaye moins. Heu, Incroyable, excellent! c'est Bah, je suis très fort. content, je suis très content. Merci pour ce retour. Donc voilà, je tenais à te le dire. Donc, OK, toi, tu travailles en tant qu'animateur, en tant que journaliste. Tu mets en place des ateliers aussi. Euh, t'as déjà comment dire, fait des ateliers, j'imagine, avec certaines personnes qui sont venues te contacter. En général, sur Oui, oui, quelle oui. problématique on te consulte en privé? Sur quoi tu peux aider les gens en général? Le plus important, c'est pas de ne plus dire de «e», ce n'est pas de toujours avoir les bons mots. Mmh. Le plus important, c'est d'être à l'aise. Le Ouais. plus important, c'est d'avoir la confiance suffisante pour être à l'aise pour s'exprimer devant 1, 10, 20, 100 personnes. C'est le plus important. Mmh. Donc ça va être surtout ça. Rendre les personnes à l'aise, parce que quand tu es à l'aise, après les mots viennent tout seuls. Là, si tu veux, je me pose pas la question: «Quel mot j'utilise? Quel mot je vais utiliser?» Si je me pose cette question-là, je vais commencer à bégayer parce que je m'auto-analyse et je pense qu'on Bien connaît sûr. tous ce moment où on auto-analyse ce qu'on est en train de dire et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans le moment présent et on bégaye. Donc l'idée, ça va être de rendre à l'aise les personnes et d'être dans le moment présent et de kiffer. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas plus penser au «e». Peut-être que tu vas en dire, mais c'est pas grave. Les gens vont pas retenir ça et tu vas transmettre un message qui va être plutôt cohérent. Donc c'est Mmh. l'élément principal. Après, bien sûr, on travaille sur l'éthique de langage, bien s'exprimer, être à l'aise, la posture, les gestes. Ça fait partie de la forme de la prise de parole et c'est important, mais c'est pas notamment les éléments, principaux. Ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. Les personnes qui ont, une anxiété sociale, une phobie sociale, comme je l'ai dit au départ, souvent il y a de l'anxiété avant la prise de parole, pendant la prise de parole et après, en gros. C'est-à-dire qu'avant la prise de parole, ils sont dans l'anticipation. Est-ce que je vais réussir à bien m'exprimer? Est-ce que, l'audience va me trouver intéressant? Et cetera. Donc ils se posent tout un tas de questions finalement qui les parasitent, ce qui fait monter le stress avant la prise de parole, ce qui fait que, la personne est déjà, à 2 doigts en fait de la crise de panique avant de prendre, la parole sur scène ou lors d'une présentation orale, peu importe. Et effectivement, durant la prise de parole, la personne, en fait, est trop centrée sur ses pensées, sur ce qu'elle va dire, sur ses sensations et sur ce que pourrait penser l'autre, en fait. Elle n'est plus vraiment elle n'est plus vraiment concentrée sur le message qu'elle a à véhiculer et le plaisir, en fait, qu'elle est censée ressentir lors de l'interaction, en fait. Puisque les êtres humains sont des animaux sociaux et a Mmh. priori, c'est plutôt, une bonne chose que de créer du lien. D'ailleurs, les personnes qui sont en dépression sont des personnes qui s'isolent. Donc c'est bien la preuve que le contact social n'est pas, quelque chose de négatif en soi. Bah, sans Et c'est ça, l'humanité ne serait pas là, hein. exactement. Et il y a un troisième temps, c'est le temps de l'après où la personne, en fait, rumine sur ce qu'elle a pu dire, sur ce que les autres ont pu penser, ce qui crée un autre sentiment d'anxiété et de honte derrière. Donc en fait, une personne qui a une phobie sociale, en gros, elle est anxieuse tout le temps. Avant, pendant et après. Donc, est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à des personnes qui avaient cette peur maladive? Parce qu'on parle bien d'une peur maladive, on parle pas seulement d'une timidité, en fait, ou d'un malaise, comme tu as pu le dire. Écoute, c'est une bonne question parce que
n'étant pas psychologue, je pense que je peux avoir du mal à identifier cette anxiété, cette phobie, cette peur maladive. Mmh. Néanmoins, je me rends compte que en France, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise, ne sont pas à l'aise. Bien sûr. Elles vont être à l'aise avec leurs amis, c'est normal, parce Mmh. qu'avec leurs amis, tu es habitué. C'est Je ça. fais un test souvent, durant des interventions, c'est je fais marcher une personne d'un point A à un point B, je lui dis: «Est-ce que tu as stressé?» «Ah non, tu as pas stressé parce que tu fais ça tous les jours de marcher». Si je te demande, tu es dans ta cuisine, d'aller marcher jusqu'à ta chambre, tu vas pas stresser, tu le fais tous les jours. Donc l'idée, c'est que les personnes qui vont s'exprimer avec leurs amis vont souvent être à l'aise. Par contre, les personnes qui vont s'exprimer dans un cadre, un contexte qui n'est pas habituel pour eux, bah là, Mmh mh. ça va commencer à être compliqué. Donc c'est souvent ce que j'ai. Après, peur maladive, c'est je pense que, tu vois, ce qui va être difficile pour ces personnes, c'est que c'est tellement une peur qu'elles vont peut-être même pas oser aller à un atelier. Mmh. Parce que ça va être C'est trop dur. juste. Ça va être trop dur. Mmh. Donc si tu veux, ces personnes-là, je pense qu'elles sont dans un coin, chez elles, dans leur vie et qu'elles ne tellement c'est dur, elles ne vont pas sortir de cette peur maladive pour aller essayer de progresser, aller essayer de s'évoluer, d'évoluer tout simplement, Ouais, oui, d'évoluer. bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense pas que j'en ai. Après, j'ai quand même des personnes qui ont beaucoup de mal, qui stressent, qui bégayent. Ça, par contre, ouais, c'est plus courant. Ça peut aller jusqu'à la dans les cas les plus sévères, ça peut aller jusqu'à la crise d'angoisse, avec des bouffées de chaleur, de la tachycardie, l'impression de souffle coupé, des suées, les rougissements et cetera. Donc là, c'est le niveau, le plus sévère. On parle même de pantophobie, lorsque l'anxiété sociale est à un niveau, maximal, c'est-à-dire que la personne va éviter toutes les situations, en fait. Et tu l'as bien dit, il y a des situations, en fait, où, on se sent à l'aise parce qu'on est régulièrement confronté à ce type de situation, comme par exemple les amis, la famille et cetera. Mais dès que la situation va être nouvelle, comme tu l'as dit, aux yeux de la personne, ça va représenter une menace, en fait, et une possibilité de perte, de la face ou de perte de l'estime de soi. Souvent, les situations qui sont les plus difficiles en général, c'est les situations de groupe, les situations où la personne se confronte au sexe opposé, donc lors d'une situation intime, lors d'un rendez-vous, d'un rencard, etc. Et souvent, ce qui pose problème, c'est la prise de parole face à une personne qui est considérée comme charismatique et importante. Je te vois hocher de la tête, peut-être que c'est un sujet, un problème qu'on t'apporte en atelier ou en entretien, Bah, quand on vient faire appel évidemment, à toi? Ouais. évidemment, si tu veux. C'est comme moi, je ressens pas la même chose quand je communique devant, on va dire des personnes, lambda, Mmh mh. le grand public et puis quand je communique devant des personnes où je sais qu'il y a des conférenciers professionnels, je sais qu'il y a des experts de la prise de parole. Bien sûr. J'ai vécu ça récemment et j'ai vu que je ne ressentais pas la même chose. Alors moi, ça va parce que vu que j'ai l'habitude, ça y est, de prendre la parole en public, je commence, on va dire, à m'en foutre un peu. Mmh mh. Néanmoins, je sais que si, imaginons que je suis dans une salle, il y a 1000 personnes, dont il y a des mecs qui sont professionnels de la prise de parole, c'est dur de se dire: soit dans le jeu et non dans l'enjeu». Parce que c'est une Mmh. phrase que j'aime beaucoup, être dans le jeu plutôt que dans l'enjeu. Donc Mmh. oui, ça me parle beaucoup ces situations parce qu'il y a des personnes qui vont, bah, souvent être amenées à faire un exposé dans les études, exposé devant, des professeurs, devant des personnes pour arriver à accéder à une école de commerce, à une école d'ingénieur ou peu importe, un entretien d'embauche, donc devant des personnes qui sont soi-disant plus importantes. Bien sûr. Il y a de l'enjeu et ça, quand tu dis: «Il y a de l'enjeu», bah, évidemment, tu vas beaucoup plus stresser que quand tu dis: «Écoute, c'est bon, on est dans le jeu, on rigole, on est là, on va s'amuser, je suis avec Mehdi, on s'amuse et c'est parti». Mmh. C'est Donc bien ça. sûr que ça me parle, bien sûr. Ouais. Oui, oui, il y a la notion, effectivement, comme tu dis, d'enjeu.
Et ce qui souvent, fait stresser les personnes, en fait, c'est quand elles sont trop orientées vers le désir soit de réussite, Mmh. soit de reconnaissance ou soit d'approbation. Et toi, effectivement, quand tu me dis, que tu fais face à des experts de la communication, peut-être que inconsciemment, tu attends une certaine forme d'approbation, de validation ou au moins de non-désapprobation et de non-rejet vis-à-vis de ces personnes-là. Ce qui peut te faire, à mon avis, stresser, plus ou moins, encore une fois. C'est-à-dire que, faut pas voir les choses d'une c'est ce que je dis souvent moi de mon côté, faut pas voir les choses d'une manière noire ou blanche. Soit je stresse, soit je ne stresse pas. C'est pas la réalité. C'est-à-dire que le niveau zéro de stress, c'est le sommeil, en gros. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de stress qui est positif, qui nous prépare à l'action, qui nous prépare à agir. Et passer un certain niveau, donc si je prends comment dire, mon échelle de 0 à 10, bah, passer 7, en gros, le stress commence à me désorganiser, à me faire bégayer, à me faire oublier ce que je souhaite dire, etc., à me faire trembler. Donc l'idée, c'est, à mon avis, pour commencer à se débarrasser de l'anxiété sociale, c'est d'accepter un certain niveau de malaise et un certain niveau de stress. Et de le reconnaître, en fait. Plutôt que de se dire, tant que je ne ressens pas aucun stress, j'évite. En gros. Par exemple, pour cette situation, je le révèle, voilà, on échange. Moi, justement, je te considère comme quelqu'un qui est habile et à l'aise avec la prise de parole. Moi, un petit peu moins. Bah, je ressens un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress. Et pour autant, je considère que c'est plus important pour moi de me confronter et d'offrir un message important aux personnes qui visionnent la vidéo. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais mon choix et que je gère mon anxiété, en gros, en me racontant une autre histoire. Est-ce que tu as envie de rebondir par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bah, évidemment, ça m'évoque plein de choses parce que, tu vois, dernièrement, j'ai fait quelque chose de nouveau pour moi. Ça a été de tourner des émissions il y avait 4 caméras, il y en a 2 en Mmh. face, une sur le côté. J'ai des personnes à interviewer. J'ai fait 5 émissions en anglais, 5 émissions en français, une en anglais. Mmh. Donc si tu Ah, tu veux, parles anglais en plus? oui, ça va, ça va, ça va. OK, Et si good. tu veux, on m'a dit: «Écoute, est-ce que tu serais chaud pour faire une présentation aussi en anglais? Est-ce que tu parles anglais?» Moi, je prends toutes les opportunités, je fais: «Oui, bien sûr». Super. Bon, on va continuer Mais bien l'interview sûr, en français, hein, si ça te oui, va bien. Ça va être cata yeah, sinon. exactly. OK? Non, mais donc si Ouais. tu veux, vu que j'ai fait quelque chose de nouveau, bah, ça m'a procuré plus au début en tout cas, plus de stress que si je fais une présentation d'événements dont j'ai l'habitude de faire, que j'ai Mmh. l'habitude de présenter. Donc quand c'est nouveau, bah, ouais, ça me procure du stress et pourquoi aussi? Parce que, bien sûr, c'est important pour moi de réussir, parce qu'il y a le jugement également. Il y a le Mmh. jugement qui rentre en compte. Tout à l'heure, on parlait de reconnaissance, ça me parle beaucoup parce que l'humain et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs récemment. L'humain Mmh. a fondamentalement besoin de reconnaissance. Le bébé qui naît, qui n'a pas de reconnaissance, mais zéro, il meurt. C'est très juste. Il meurt. Donc on a besoin de reconnaissance. Ce qui fait que quand on prend la parole, si on n'a pas de reconnaissance, si on a l'impression qu'on n'appartient pas à un groupe, qu'on est rejeté du groupe, et bah, évidemment, ça nous dévalorise, on se sent pas bien, baisse d'estime de soi et ça y est, là, c'est la descente. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on a peur. C'est parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté du groupe. Bien sûr. On a besoin de reconnaissance. Donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup, bien entendu. Mmh. Entendu. Et puis, autre chose aussi, c'est que si on ne stresse jamais, c'est, selon moi, pas bon parce que ça veut dire qu'on ne sort pas suffisamment de sa zone de confort. Et c'est comme Mmh. ça qu'on est de plus en plus à l'aise. C'est comme ça qu'on est de plus en plus à l'aise. Moi, aujourd'hui, faire une vidéo devant une caméra, ça y est, ça commence à être de plus en plus facile. Je ne vais plus me poser la question de: «Ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais stresser?» Non, parce que Mmh. j'en ai fait suffisamment. Je suis suffisamment sorti de ma zone de confort. Maintenant, il y a les présentations d'événements. Devant peut-être au début, bah, c'est 50 personnes.
OK, ça fait Mmh, stresser, puis après tu le fais devant 100, 200, 300 personnes et puis après ça commence à être de plus en plus facile. mmh. Mais parce que tu sors de ta zone de confort et si tu sors pas de ta zone de confort, si tu stresses jamais, bah, en fait tu progresses pas. Exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je reviens sur, cette, peur du rejet. Effectivement, c'est ce qui est à l'origine de tout, en fait, de toute peur finalement, puisque si on remonte à des temps très anciens, se faire rejeter du groupe, ça signifiait la mort, concrètement. On était dépendant de la protection de son groupe. Donc, voilà, l'idée même de pouvoir être rejeté par quelqu'un, inconsciemment, ça réveille une peur de la mort, en fait. Sauf que nous, effectivement, consciemment, on ne le perçoit pas comme ça. On a juste peur d'être moqué, jugé, rejeté, et cetera. Mais si on creuse, en fait, on a peur d'être tout seul et de mourir, concrètement. Voilà, donc c'est ça qui déclenche cette peur profonde, en gros. Et c'est pour ça que, bien sou déjà, ce que j'ai pas évoqué, c'est que l'anxiété sociale, la phobie sociale, en général, ça se développe dès l'enfance. C'est pas quelque chose qui se développe ou rarement à l'âge adulte, en gros. Donc en général, il y a des problématiques de rejet, qu'on découvre quand on creuse un peu l'histoire de vie et bien souvent, il y a une tendance au perfectionnisme, en gros. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'apparaître parfait, voilà, toujours réussir, toujours, ne faire aucune erreur. Si je fais une erreur, je suis nul, et cetera. Donc il y a cette tendance au perfectionnisme qui crée, bien souvent derrière une sorte d'anxiété sociale. Mais je rebondis également sur un autre point qui était important, c'est-à-dire qu'il y a le besoin de reconnaissance, d'approbation et de réussite qui permet en fait de consolider l'estime de soi, en gros. Et il y a une autre estime de soi, qui est plus intrinsèque, plus stable, en gros. C'est, le fait de se recentrer sur ses valeurs qui sont indépendantes de l'approbation, de la reconnaissance ou de la réussite de quoi que ce soit. Autrement dit, moi, j'ai de la valeur parce que je me dépasse, parce que j'ose, parce que je suis honnête, parce que je suis respectueux, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, en gros. Donc, ce qui signifie que si j'ai conscience de ça, même si je me fais rejeter, même si je me fais désapprouver, même si j'échoue, je sais que j'ai de la valeur dans tous les cas, en gros. Parce que ça, ces actions-là, ces valeurs-là, ça dépend de moi et ça dépend pas des autres, en gros. Mmh. Donc avoir conscience de ça, c'est, c'est consolider en fait son estime de soi. C'est avoir une estime de soi qui est plus stable et qui résiste davantage à la désapprobation, au manque de reconnaissance et aux échecs qu'on peut subir, en fait. Et c'est sur ça que j'essaye de travailler avec mes patients. Quand je vois qu'ils sont trop orientés vers des choses conditionnelles, sous condition, en fait. C'est-à-dire que la réussite, l'approbation et la reconnaissance, c'est jamais acquis. En gros, il faut l'obtenir. Autrement dit, si on ne l'obtient pas, bah, tout se casse la gueule, quoi, en fait, au niveau de l'estime de soi. En gros. Je ne sais pas si toi, tu avais conscience de cette double perception de l'estime, stable et instable. Bah, écoute, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue de psychologue, de personnes qui travaillent plus en profondeur sur ces domaines et selon moi, j'avais pas autant conscience de ça, donc je te remercie beaucoup. Et puis, je me rends compte aussi que c'est vrai. Ça veut dire que les valeurs, reconnaître les valeurs que l'on a, peu importe si on réussit, peu importe si on échoue, nous aide beaucoup à garder aussi une stabilité de notre estime pour pouvoir Mmh. avancer, parce que sinon ça peut vite se casser la gueule, quoi. Et parfois, tu as des Effecti personnes qui vivent un traumatisme, un événement, qui les dévalorise et puis après, bah, ça peut partir dans une spirale, dans un cercle vicieux. effectivement, donc voilà. Il faut savoir, en gros, s'accepter avec ses défauts et ses qualités, ses échecs et ses réussites et avoir conscience de ses valeurs pour consolider cette estime de soi inconditionnelle. C'est le terme, en gros. Mmh. Si, on, nie ses qualités, si on minimise ses réussites, si on voit que ses échecs, ses défauts et qu'on estime que ses valeurs, ça ne sert à rien, en gros, et que seule la réussite compte, alors on paye le prix de l'instabilité, en gros. Ouais, ouais. C'est c'est ça que je souhaitais dire et je pense que c'est un message important et en fait, tu l'as conscientisé, mais sans t'en rendre compte, à mon avis. C'est-à-dire qu'à un moment, tu m'as dit que ta phrase importante, c'était, voir le jeu et non pas l'enjeu. Je sais plus ce que tu as dit exactement. Être dans le jeu plutôt que dans l'enjeu. C'est ça et être dans le jeu, ça dépend de toi.
En gros, c'est toi qui décides d'être dans le jeu ou pas, en gros. Tandis que l'enjeu, c'est instable, c'est pas acquis. Quand toi, tu as passé ton concours Eloquentia, bah, tu as fait ce que tu as pu, mais ça l'a pas fait, en gros. Donc, si tu considères que seule la validation de l'autre est importante, en fait, t'arrêtes parce que tu considères que tu es nul, parce que tu as été désapprouvé à ce moment-là, tu vois. Donc, voilà, tout est une question de perception. Et j'en profite pour faire le pont avec la thérapie cognitive et comportementale, donc ce que je fais, moi, en tant que psychologue, lorsqu'on vient me consulter. Et après, du coup, je vais te demander si tu as 2-3 conseils à donner, voilà, qui pourraient aider les gens pour améliorer leur prise de parole. Donc, en fait, en TCC, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en premier lieu sur la manière de penser. En gros. En fait, on part du principe que ce ne sont pas les situations qui déclenchent l'angoisse, mais la représentation que l'on a des situations. En gros. Si on considère que c'est la situation le problème, instinctivement, on l'évite. Si on l'évite, on augmente la peur et on ne peut pas développer ses compétences sociales, en fait. Donc, on ne résout pas le problème. En gros. Donc, comme tu l'as dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se confronter. Mais avant de se confronter, ce qu'on fait en TCC, en tout cas, c'est qu'on essaye de trouver des pensées pas positives. On ne demande pas à la personne de se dire ça va bien se passer, parce qu'en fait, on n'en sait rien. En gros. On essaye de trouver des pensées plus efficaces, plus saines, du type je vais faire de mon mieux, je suis là pour passer un bon moment, je suis là pour oser, je m'accepte avec mes qualités et mes défauts, ce genre de choses en gros, qui permet de se recentrer sur des affects plus rassurants et plus réalistes, surtout, en gros. Pour pas que la personne se dise allez, il faut que je fasse aucune erreur, alors que c'est la première fois qu'elle prend la parole en public. Si je me mets la barre trop haute et que j'ai une petite perche, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience, concrètement, je vais me casser la gueule, en gros, pour utiliser l'expression. Donc voilà, il faut essayer de trouver avec le patient, en gros, une perception des situations qui est plus saine et plus réaliste, dans un premier temps. Dans un second temps, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle l'affirmation de soi, en gros. Donc, en fait, il y a 3 modes de communication. Non, il y en a 4, en fait. Mmh. Il y en a 4. Premier mode, j'évite. C'est un mode de communication, je dis rien, je me mets en retrait. Deuxième mode de communication, je suis agressif. On me dit quelque chose qui ne me convient pas, je me sens irrespecté, je ressens une injustice, je gueule, je suis agressif. Donc, au moins, j'exprime, c'est bien, mais je casse la relation. Ça, c'est moins bien, pour le coup. Troisième type de relation, ou de communication plutôt, la manipulation. Donc, j'exprime des choses, mais je ne vois pas, je ne priorise pas l'intérêt de l'autre en priorité. J'essaie d'influencer, de contrôler l'autre pour servir mes intérêts en soi. Donc, c'est pareil, ce mode de communication, il est à bannir. Donc, nous, on essaye de développer un quatrième mode qui est très peu enseigné finalement, c'est l'affirmation de soi, en gros. Donc, ça consiste à exprimer ses opinions, ses préférences, ses envies, mais sans casser la relation à l'autre. Mmh. Et ces techniques vont aider les personnes à dire non plus facilement, à recevoir la critique plus facilement, à exprimer la critique aussi plus facilement et à mieux gérer les conflits ou à faire des demandes plus facilement également. Donc en fait, les personnes qui ont une anxiété sociale sévère, souvent n'ont pas ces compétences d'affirmation de soi et ne sont pas à l'aise dans ces situations. Parfois, même recevoir un compliment ou même exprimer un compliment, ça les rend mal à l'aise. Donc, on essaye vraiment de travailler sur ça. Et une fois qu'on a travaillé sur ce point-là, on fait ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on les confronte petit à petit, en commençant par la situation la plus facile, pour aller jusqu'à la situation qu'ils redoutent le plus, en gros. Donc là, il faut faire un programme qui est personnalisé. Les situations difficiles ne sont pas les mêmes pour certaines personnes et pour d'autres, en gros. Donc sur ce point-là, on ne peut pas tellement voilà, créer un programme général. En gros, il faut le faire sur mesure. Et la dernière partie en fait qu'on fait en parallèle tout au long,
c'est un travail sur l'acceptation des émotions et la gestion des émotions, via la respiration et via des techniques de pleine conscience et d'observation de ces sensations, et cetera, pour mieux les accepter plutôt que de chercher à les contrôler, ce qui est pas possible, en gros. C'est-à-dire que plus on va chercher à contrôler, à chasser ces émotions, plus on va focaliser l'attention dessus et plus paradoxalement on va les augmenter. Si je me dis: «Allez, il faut surtout pas que je stresse, faut surtout pas que je stresse. En gros. Ça, je t'apprends pas ça. À mon avis, Ah ouais. c'est les bases de la communication. Voilà, donc on essaye plutôt à se dire: «OK, je ressens du stress. Cette émotion, elle est là pour me mettre en action, en fait, tout simplement. Je l'accueille et elle me permet de m'aider, de ne pas m'endormir à ce moment-là». Voilà, donc on essaye de modifier la perception des émotions qui sont pourtant désagréables, en gros. On essaie de leur donner une vision plus positive et on favorise la bienveillance vis-à-vis de ces émotions. Voilà. Donc voilà comment on fait pour prendre en charge une personne qui a une timidité, une anxiété sociale, une phobie sociale, peu importe comment on l'appelle finalement. En tout cas, un mal-être au sein de la relation à l'autre, en gros. Donc moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est d'avoir peut-être quelques petits conseils que tu peux donner. Je sais que tu en as plein, quelques-uns, hein, aux personnes qui sont mal à l'aise en public. En gros. Mais écoute, Mehdi, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu transmets parce que finalement, tu as dit la démarche, une démarche très intéressante. C'est quand on a énormément de difficultés, qu'on peut ressentir une peur très, très importante, bah, c'est déjà de travailler, par exemple, avec toi sur, bah, notamment la TCC, de voir qu'est-ce qui est la personne? Je veux pas dire qu'est-ce qui va pas, parce que j'aime pas dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, mais juste qui est la personne? Qu'est-ce qui se passe? Pour ensuite, bah, évidemment, faire l'escalier et se confronter à des situations de plus en plus complexes pour que ça devienne naturel. Donc finalement, la démarche, elle est là. La Mmh. démarche est là selon moi, c'est une très, très bonne approche. Après moi, comment j'ai fait, pour progresser? Donc évidemment, dans le parcours que j'ai énoncé au début, je suis beaucoup passé par la pratique. Moi, je me souviens, hein, au début, j'ai fait ma première vidéo YouTube, j'étais à l'île Maurice. C'est Oui, je l'ai vu, je me souviens sur la plage. C'est ça? alors c'est ça. Et cette vidéo, je l'ai, refaite et refaite, mais je sais pas combien de fois. Mon père me filmait et je devais recommencer à chaque fois la phrase et à la fin, il m'a dit: «Écoute, là, ça pourra pas être possible, tu vas devoir couper toutes les 2 secondes». Et j'étais là: mais si, tu verras, les youtubeurs, ils font ça, ils coupent, mais si tu veux ça». Voilà, j'étais pas à l'aise, c'était la première fois. Donc évidemment, je l'ai pratiqué. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir un pourquoi, d'avoir un but. Pourquoi j'ai envie de progresser? Mmh. Pourquoi j'ai envie de devenir meilleur en prise de parole? Ça semble logique, mais bon, qui le fait? Qui le fait? Si je demande à une personne: «Tiens, tu veux progresser en prise de parole en public?» OK, pourquoi? Qu'est-ce qui fait profondément que tu souhaites progresser en prise de parole en public? «Ah oui, c'est pour, captiver l'attention, pour être à l'aise». Oui, mais pourquoi? Tu sais les 3 pourquoi, les 3 P et que tu creuses, tu Mmh. sens que la personne n'a pas encore vraiment conscientisé pourquoi. Moi, ma raison, c'est parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si on réfléchit bien, la majorité des problèmes dans le monde sont liés à la communication. La majorité des problèmes dans le monde sont liés à la communication. Donc je me suis dit à partir de ce Ouais, point-là, ouais. c'est fou. Donc j'ai envie de m'intéresser à la communication, que ce soit prise de parole, que ce soit aussi le relationnel, la CNV, la communication non violente, la gestion de conflits et ça, c'est mon pourquoi. Mmh. Donc, si on s'intéresse pas à la vraie raison, on va pas avoir envie de lire des livres, on va pas avoir envie de regarder des vidéos, on va pas avoir envie de trouver des modèles qui nous inspirent. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'aide au quotidien. Trouver des modèles, des personnes qui font du stand-up, qui font des spectacles, qui sont super à l'aise et je me dis: «OK, qu'est-ce qu'il y a? Ah ça, c'est bien, je vais le prendre. Ah OK, comment fait la personne? Je vais analyser». Mais si tu as pas vraiment de raison, tu vas pas le faire ça. Ça, c'est un point important. Je me permets Dis, de te vas-y. couper. Toi, tu prends des modèles qui t'inspirent, qui sont, super à l'aise, à mon avis, en prise de parole, qui font du Non. stand-up et cetera. Et toi, tu vas, considérer ces modèles, en fait, comme des sources, d'apprentissage pour toi.
Tandis que les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, une mauvaise confiance en eux, vont se comparer négativement en se disant: Moi, je suis pas capable d'être aussi bien, moi, je peux pas y arriver aussi bien que lui, j'arriverai jamais» et cetera. Donc ce modeling, en fait, ce comportement qui consiste à prendre, un modèle pour s'améliorer, parfois peut être contre-productif, pas parce que c'est un problème en soi, mais encore une fois, c'est une question de pensée et d'interprétation. Si je considère que ce modèle peut me permettre d'apprendre, c'est super. Si je considère que ce modèle est inatteignable parce que moi j'en suis là et que lui, il est là, bah, effectivement, je ne prends pas la situation à mon avantage, encore une fois. Je voulais juste faire cette petite parenthèse, du coup. Et excellent. D'où l'importance et l'intérêt de travailler sur son estime de soi continuellement et notamment au début beaucoup parce que ça peut justement être contre-productif comme tu le dis. Si on a très peu d'estime de nous-mêmes et ben, on va pas pouvoir, prendre des modèles avec l'état d'esprit de: «OK, je peux apprendre de ces gens-là, c'est extraordinaire. C'est Heureusement qu'ils ça, sont meilleurs parce que c'est énormément de connaissances pour moi», ouais. c'est ça, ouais. Voilà. Heureusement qu'ils sont là, grâce à eux, je vais pouvoir m'améliorer, quoi. En gros, plutôt que de me dire, oh là là, s'ils étaient pas là, je me sentirais moins nul, quoi, C'est ça, c'est en ça. gros. Et puis, Donc bah, c'est vrai que pour rester moi au «top» entre guillemets, même si je ne me considère jamais au top, mais pour toujours être dans cet apprentissage continuel, bah, je pratique régulièrement, 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 régulièrement. Tous les jours, je communique et j'essaye de mettre de la conscience, un minimum de conscience sur le fait que, bah, je peux apprendre. Et là, aujourd'hui, je peux apprendre plein de choses. Je peux progresser en faisant une interview avec toi. C'est excellent. bien Donc sûr. de pratiquer continuellement, d'être dans le jeu, de rigoler. Moi, j'adore rigoler, j'adore l'humour, hein. Donc ça me fait plaisir de faire des vannes ou même de rigoler. C'est très important pour moi de rigoler. C'est ça et ça, c'est un autre conseil que tu as donné que j'essaye d'appliquer, mais je me trouve encore un petit peu coincé, mais je vais développer ça. Voilà, faire plus de blagues dans mes Ouais, les vidéos blagues. et c'est important, mais c'est vrai, moi, j'aime bien passer du temps sur YouTube pour regarder des vidéos parce que je rigole. C'est une réalité. Des fois, le discours est suffisamment intéressant et répond à une problématique suffisamment Mmh. pertinente me concernant, pour, que je n'ai pas forcément besoin de rire et en même temps, voilà, je peux tout à fait regarder une vidéo en fait sans rire si le sujet m'intéresse suffisamment et si la personne est suffisamment éloquente et intéressante. Maintenant, c'est vrai qu'une petite touche d'humour, ça peut faire que du bien, clairement, je le reconnais. Exactement, exactement. Voilà. Mais tu vois, il y a des moments, moi, là, par exemple, j'ai pas forcément mis beaucoup de touches d'humour parce que c'est pas venu, parce que le sujet est super intéressant Ouais, et ça vient si ça vient, mais moi j'adore, ouais, je kiffe comme toi, c'est ça, voilà. Il faut pas forcément préparer ses blagues à l'avance, mais si on a, de quoi rebondir ou de quoi faire une petite vanne au passage, faut pas, voilà, résister à l'envie, quoi. En gros, C'est faut en ça, profiter. c'est Ça ça. marche. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que toi, tu as peut-être une question? Est-ce que tu as peut-être un autre conseil, voilà, utile à partager aujourd'hui? Écoute, il y a une phrase que je répète souvent, c'est: «On ne peut pas ne pas communiquer, alors autant apprendre à bien communiquer». Bah, écoute, je crois qu'on peut se laisser sur ça. Je te remercie Magnifique. beaucoup en tout cas pour, tout, le savoir que tu as partagé, tes conseils, ton expérience aussi. Voilà, aujourd'hui, tu montres, ta capacité à t'exprimer dans le cadre de cette vidéo et de cette interview et tu as bien dit, tu as bien précisé qu'au début, quand tu as fait ta première vidéo, à l'île Maurice, bah, tu en étais pas là, quoi. Donc on peut vraiment se dire que c'est en pratiquant comme tu le fais chaque jour, qu'on peut vraiment développer une compétence et que rien n'est perdu. C'est un autre sujet, bon, je vais pas développer le point, mais en gros, il y a plein de personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver parce qu'elles ont subi un, 2 ou 3 échecs. Ça s'appelle l'impuissance apprise. L'éléphant, Voilà. l'éléphant avec la corde. L'éléphant avec la Oui, avec corde, le petit exactement. emoji éléphant magnifique là. Voilà, donc Oui. libérez-vous de vos cordes, rien n'est perdu, continuez à affronter et identifiez votre pourquoi. Et si votre pourquoi est suffisamment pertinent et important, comme tu l'as dit, bah, vous irez jusqu'au bout, quoi. En gros, c'est ça Exactement. l'idée.
Moi, c'est ça que je retiens, la pratique, le pourquoi, se prendre des modèles et mettre de l'humour. En gros, Et tu sais, je vais rajouter quelque on les chose prend. parce ouais, Ouais. je vais rajouter quelque chose parce que, ça, c'est aussi un point qui est extraordinaire. On est en août 2022, je suis avec un ami justement qui s'appelle Yoann Goblet, que j'aime beaucoup, qui est aussi sur les réseaux sociaux, un compte à aller voir très, 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 très pertinent et il me propose d'intervenir devant des jeunes ados majoritairement et on fait un exercice, il y a peut-être 20, 30 personnes, pas mal d'ados entre 14, 18 ans et on lance un exercice, se présenter 30 secondes, 1 minute devant le public. Mmh. Il y a une première personne qui le fait, ça se passe plutôt bien. Et une deuxième personne, tu sais, je la vois, elle est un peu au fond, elle lève la main, elle lève la demi-main. Il fait Ouais. une demi levée de main. Ouais. Donc je lui dis: «Vas-y, viens, viens, viens». Et là, ce qui se passe, c'est magnifique parce qu'elle commence à s'exprimer, on ressent beaucoup d'émotions parce qu'elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise et elle l'exprime. Et elle dit: «Écoutez, là, je suis devant vous et en fait, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Vous voyez, même là, je tremble, mais je voulais le faire. Je voulais prendre la parole et ce qui était magnifique, Waouh. ce qui est magnifique, c'est qu'elle montre sa faiblesse et là, je peux te dire, hein, il n'y a pas un bruit à ce moment-là dans la salle. Il n'y a Mmh. pas un bruit. Tous les regards sont sur elle, tout le monde l'écoute. Il y a même des personnes au fond de la salle qui ont les larmes aux yeux Ouais. et c'est là où tu te dis: «Même ta faiblesse est ta plus grande force». Et elle nous l'a démontré en direct. Nous, parfois, avec Yoann, on galérait à avoir du silence avant quand on parlait. Alors là, rien besoin de dire, c'était On magnifique. l'a écouté. Mmh. Parce qu'elle a été authentique. Elle a été authentique, elle a révélé, ses failles et en même temps, elle a eu le courage, de dépasser sans doute l'une de ses plus grandes peurs, à mon avis, C'est à ça, mon avis. c'est ça. Ça marche. C'était beau et c'était vraiment beau. Je te remercie, Liam, pour ton temps, encore une fois, pour, voilà, ton professionnalisme et tous les conseils que tu, nous as donnés aujourd'hui, en gros. Donc j'essaierai de faire apparaître ton Instagram, tes réseaux sociaux, Yes, sur la carrément. vidéo et puis de toute manière dans la description de la vidéo. Vous, si vous avez des questions, à me poser ou à poser, à Liam, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour, une prochaine interview, une prochaine vidéo. Merci Mehdi, c'était super. Ciao, Allez, ciao salut à Liam. toi. Merci, Ciao. c'était top.